De jolies rivières en eau vive, des forêts, des bocages, le parc naturel régional Limousin-Périgord a tout ce qu'il faut pour attirer les amateurs de nature et d'authenticité. Mais la richesse de ce territoire ne se limite pas à ces paysages préservés, comme le démontre la diversité de profils de nos invités, des naturalistes passionnés, des artisans dépositaires de savoir-faire ancestraux, mais aussi des scientifiques, comme ce spécialiste des météorites qui trouve ici de quoi satisfaire sa soif de connaissances. Cap sur le parc Limousin-Périgord, naturellement remarquable. À cheval sur 2 départements, la Haute-Vienne en Limousin, la Dordogne en Aquitaine, le parc naturel régional couvre une superficie de 180 000 hectares. Créé en 1998, il a pour mission principale de préserver, valoriser les patrimoines naturels et culturels tout en menant des actions innovantes. Ce matin-là, nous partons avec Frédéric et Meriem pour une étrange expédition. Une rivière de 200 km réputée pour la qualité et la diversité de ses biotopes. Dis donc, on rentre dans une eau à combien de degrés là? 400 degrés à peu près là. 400 degrés, oui. La température est fraîche aujourd'hui. Là on fait une petite prospection pour savoir si on a des moules perlières qui sont présents autour de cet ouvrage. Donc on fait un recensement, donc on utilise des bathyscopes qui nous permettent de voir sous l'eau. Alors, j'ai jamais vu, moi, de moule perlière. Ça ressemble à une moule, celle qu'on connaît, la moule que l'on mange, celle de la mer. Ça ressemble un peu à celle-ci, c'est un peu plus gros, parce qu'on a des individus qui vivent beaucoup plus vieux. Une moule perlière ici, ça vit jusqu'à 70-80 années. Ah oui. Donc ça vit assez vieux. Meriem, explique-moi pourquoi vous vous intéressez autant à cette espèce. Alors il faut savoir que la moule perlière, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Donc on a perdu plus de 99% de la population en 100 ans en France. C'est une espèce qui est emblématique ici puisqu'on a une des plus belles populations ici sur la Dronne. Alors pourquoi dans la Dronne on a encore la chance d'en trouver certes peu, mais encore quelques-unes malgré tout? Alors on a la chance d'en trouver ici parce que on a une rivière qui est de bonne qualité. Donc on est dans un parc naturel. Donc on a une grande partie du territoire qui est boisé, donc qui est relativement protégé des activités humaines. C'est-à-dire peu de pollution quoi. L'eau elle est de très bonne qualité. Voilà, tout à fait. Oui. L'eau elle est de très bonne qualité. Bon, on continue notre exploration. Ouais, je crois que j'en ai une vivante là, je pense, qui est fichée dans le sable. Alors, Est-ce que c'est ce qui est au milieu là? Oui, c'est ce qui est en plein milieu. Ah ouais. Il n'y a que le tiers supérieur qui sort du sédiment. Voilà, ça. Alors, on voit, elle est en train un peu de s'ouvrir. Ça signifie que là, je tiens dans la main une survivante. On est sur des espèces qui sont vraiment menacées. Notamment, c'est leur habitat qui est menacé, c'est la rivière. Frédéric, c'est une moule qui se mange? Non, c'est pas une moule qui se mange, ça n'a aucune qualité gustative comme coquillage. On recherchait essentiellement la nacre à l'intérieur. C'était absolument pas fait pour être mangé, alors qu'effectivement, il y avait des millions d'individus qui étaient sur la rivière. Alors, tu parles de la nacre. Moule perlière, ça signifie quoi? Qu'il peut se produire qu'on trouve une perle à l'intérieur? Tout à fait. Sur 1 millier d'individus, on peut avoir statistiquement une chance de trouver une perle. Et une perle qui n'est pas forcément de belle qualité, parce qu'elle fait ça avec des grains de sable qui sont charriés par la rivière et qui se trouvent bloqués dans la coquille. Et ça peut prendre des formes assez bizarroïdes et très rarement sphériques, comme on se l'imagine. Et celle-ci, je vais profiter du moment pour la remettre dans l'eau, parce que c'est une espèce protégée. Et là, ça fait un petit moment qu'on l'a sortie, il faut qu'elle aille se réhydrater. On raconte que Marie de Médicis s'était fait confectionner pour le baptême de son fils
une robe ornée de 32 000 perles de rivière, soit 32 millions de moules récoltés pour l'occasion. La surexploitation, sa nacre était utilisée pour fabriquer des boutons. La pollution des cours d'eau est aujourd'hui au bord de la disparition. Le parc a donc lancé un grand programme européen de réintroduction. Si dans la ferme aquacole de Firbex, on élève des truites fario, ce n'est pas pour le restaurant du coin, mais bien pour reproduire en captivité ce qui se passe normalement en milieu naturel. Car la moule perlière a un mode de reproduction aussi inhabituel que surprenant. Après fécondation, la femelle libère en effet de minuscules larves, appelées glochidies. Pour grandir, ces larves vont avoir besoin d'un autre animal, la truite ou le saumon, qui va en quelque sorte faire office de couveuse. Magali, professeure d'écotoxicologie à l'Université de Bordeaux, vérifie que tout se passe bien à la maternité. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a les petites larves de moules, les glochidies, qui se sont accrochées dessus. Donc on voit tous ces petits ronds là, avec deux petites valves. Donc ce sont les petites mulettes qui sont accrochées sur le poisson pour pouvoir grandir pendant 7 à 9 mois dans ses branchies. Elles ont quelle dimension là ? Là, elles font à peu près 200 microns, quelque chose comme ça. C'est tout petit. Et donc sur une branchie, il y a à peu près combien de moules potentiels ? Alors là, on a juste une branchie, on peut en avoir 100. Un poisson entier, ça peut monter à 700, 800 petites larves par truite. On pourrait croire que ces larves donc, qui sont fixées sur les branchies, elles agissent comme des parasites. Est-ce que c'est le cas ? En fait, non. Pendant longtemps, c'est ce qu'on a cru, puisqu'elles s'accrochent dessus et elles se nourrissent un petit peu sur les branchies de ce poisson. Mais en fait, il y a un effet bénéfique aussi pour le poisson. Donc, ça stimule leur défense immunitaire et en fait, ça les protège, ça leur nettoie un petit peu les branchies et on pense plutôt que c'est une symbiose, en fait. C'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà, c'est ça la symbiose. C'est gagnant-gagnant, c'est ça, exactement. Mais alors, ça donne quoi une fois que ça a grandi, que ça a grossi ? Alors là, je peux te montrer. On a des petites moules qui ont un peu plus d'1 an. Et voilà ce que ça donne. On voit bien déjà la coquille. Et là, ce qui sort, c'est le pied. Donc, il lui permet de s'enfouir dans le sable. Et puis, au début, c'est aussi son moyen pour se nourrir. Elle va récupérer des petites algues, des petites bactéries avec son pied, l'amener à sa bouche. Et hop, là, c'est voilà. retourné carrément. Lorsque l'on parle d'espèces menacées d'extinction, on pense aux ours, on pense aux lynx, et pas du tout à la moule, et pourtant elle mérite notre attention selon toi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas, donc elle est dans le fond de la rivière, elle n'est pas forcément connue cette espèce, et pourtant c'est une espèce patrimoniale, elle est là depuis plus de 200 millions d'années. Elle fait partie d'une chaîne en plus, Voilà, une c'est chaîne ça. où l'homme a sa place aussi. Exactement, et puis c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, donc quand on la protège, on protège tout un cortège d'espèces autour, et c'est vraiment une garante de la biodiversité de nos rivières. Depuis le début, on parle de moule perlière. Alors ça Ouais. signifie que de temps en temps, il y a des perles. T'en Ouais. as déjà trouvé ou pas ? Oui, on en a trouvé une. C'est extraordinaire parce qu'on n'en trouve qu'une pour 1000 individus, Ah ouais. et c'est très très rare. Et voilà, c'est une petite perle nacrée. Il faut bien comprendre que le programme de réintroduction, son objectif, c'est pas Non, de pouvoir c'est pas du produire tout de des produire perles. des perles. Hein. Non, non, c'est vraiment sauvegarder l'espèce. Hein. Et donc, au contraire, on ne veut pas du tout toucher à cette espèce. On fait tout pour la réintroduire et pour qu'elle repeuple nos rivières comme auparavant. Respecter le milieu, gérer la ressource, penser aujourd'hui à ce que sera demain. C'est une approche que les forestiers ont depuis longtemps. L'arbre emblématique du Limousin, c'est bien sûr le châtaignier. Cette essence représente à elle seule plus de la moitié des 62 000 hectares de forêt du parc. On a bien sûr utilisé le fruit, la châtaigne, pour l'alimentation, mais aussi l'arbre lui-même pour produire du charbon de bois ou encore fabriquer des meubles. C'est dans un taillis que nous retrouvons Nicolas Raffier,
feuillardier depuis 5 générations. Salut Nicolas. Je te dérange en plein boulot. Quel travail? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de récolter la matière première pour faire mon mobilier en châtaignier. Ce qui me surprend, c'est que tu es en train de tailler des arbres très jeunes. Ils ont quel âge là? Ils ont 5 ans. Généralement, quand on coupe du bois, c'est des arbres très matures et tout ça. Toi, tu cherches plus. Pour arriver à le tordre déjà, d'une part, parce on fait du mobilier traditionnel depuis très longtemps dans ma famille, et on a besoin donc de châtaigniers et de cet âge-là, de 5 ans. Tu commences déjà à imaginer pour quelle partie du meuble tu vas l'utiliser? Tout à fait, je vais te donner un exemple. Par exemple, un morceau qui est assez gros, un pied de derrière. Une petite branche qui va me servir à faire un bras ou un dossier. Allez, on va y aller, je finis et on va les charger. Il y a 30 ans, on comptait les entreprises de vannerie par dizaines dans la région. Mais les meubles en kit, les paniers en plastique, ont eu raison de la plupart d'entre elles. Nicolas et sa famille sont en quelque sorte des résistants. Ce sont les derniers vanniers traditionnels de meubles en Limousin. Alors explique-moi là ce que tu es en train de faire. Alors après 1 heure dans l'étuve, le châtaignier peut se peler, tout simplement. Ça part avec une facilité la Comme une poudre. banane, comme une peau de banane, mais un peu chaude, je te cache pas. Et après, on va essayer de le tordre. Attention à toi. Voilà une autre faculté du châtaignier donc. C'est incroyablement souple quand même. Très malléable quand il est chaud. Ah oui, on sent il est bien chaud, ouais. Il est très très chaud. Hein. On a un laps de temps très court. Ah, c'est un peu une course contre la montre, C'est c'est-à-dire un peu la une course. période pendant laquelle tu peux le travailler, c'est... Exactement, exactement. J'ai une petite minute pour pouvoir le mettre en forme. Pas plus. Non. Après, il va garder sa forme. Hein. Voilà. Et tout se fait à l'œil. Ces gestes précis, Nicolas les connaît depuis son enfance. L'entreprise est une affaire de famille. Martine, sa mère, est d'ailleurs toujours là pour les finitions. Ce savoir-faire-là, toi Martine, tu l'as acquis où? Ah ben quand je suis rentrée dans la famille, voilà, je m'y suis mise, il y avait beaucoup de travail. C'est-à-dire Donc, que quand voilà. on épousait quelqu'un de la famille, il Ouais. fallait se mettre... Non, il fallait pas, j'étais arrivée pour faire la comptabilité et après, je suis passée un peu partout, toutes les étapes. Et alors, Nicolas, par exemple, il sait le faire, lui? Nicolas ne sait pas le faire, donc c'est un travail souvent de couple, ça a été un travail de couple, où le mari faisait la carcasse, ce que vous avez vu que Nicolas faisait, et souvent le tressage, c'est souvent la partie féminine. Ah, je me demandais si on allait en goûter. Des châtaignes. Elles sont chaudes, hein. Elles sortent de l'étuve. En fait, ce qui est bien avec le châtaignier, c'est que ça sert à tout. Vous en faites des meubles, mais on en faisait de la farine, et puis l'hiver, c'est quand même super agréable. C'était un aliment qui était très consommé, énormément consommé. Que ça soit, comme tu l'as dit, pour la farine, et pour faire des conserves, on les gardait très longtemps, quoi. Les clients, Martine, ils sont où? Ils sont principalement là, dans la région autour? Notre clientèle n'est pas locale. Hein. Ah bon? Voilà, les gens ils viennent plus des pays étrangers. Voilà, après on a des revendeurs sur la côte atlantique, sur les bords méditerranéens. Le fauteuil sur lequel je suis assis, il est dans un style très différent. Le travail, ça doit juste être de la folie, parce que là, beaucoup de temps, non, Nicolas? Énormément de temps, une demande un peu particulière. Plutôt que faire un traditionnel, même si le traditionnel est super sympa, avoir une petite touche d'artistique, c'est sympa. Alors, commande particulière, ça veut dire, il part où, ce fauteuil-là? Il va à Saint-Barth. Saint-Barthélemy? Ouais, Waouh. Saint-Barthélemy. On sent que vous avez du plaisir à travailler ce bois, ce châtaignier. Mais sans plaisir, je pense qu'on ne serait pas là. On aurait fait d'autres métiers. Nous mettons maintenant le cap sur le nord du parc naturel régional, plus précisément vers Rochechouart.
Un bourg médiéval réputé pour son magnifique château, avec sa cour intérieure, son élégante galerie Renaissance. Mais depuis quelques années, la belle bâtisse n'intéresse pas seulement les historiens et les amateurs d'art. Certaines pierres avec lesquelles le château a été bâti ont en effet des particularités qui intriguent les géologues. Alors là, tu vois, quand on s'arrête sur ce mur, on a des roches très particulières. Ce qui attire l'œil tout de suite, c'est de se dire, on a certains fragments, on a des morceaux qui sont pris à l'intérieur de ces roches. C'est un petit peu comme s'il y avait un mortier dans lequel on aurait mis des roches de types différents. C'est ça, effectivement, c'est comme quand on jette des fruits pour faire un cake, hein, finalement, on retrouve des morceaux à l'intérieur, de différentes tailles. Cette roche inhabituelle, j'imagine qu'on s'est posé la question de son origine. Effectivement, on s'est posé la question de son origine et les premiers géologues sont venus sur la zone de Rochechouart au début du 19e siècle. Cette roche a suscité de la curiosité et effectivement, pendant 150 ans, c'est l'hypothèse d'un volcan géant qui était présent ici. On n'est pas loin du Massif central, c'est plausible en plus. Effectivement, effectivement. Mais au bout de ces 150 ans, aux alentours des années 50-60, on a le professeur François Crote qui a fait des analyses plus poussées et qui a trouvé des preuves irréfutables à l'intérieur de ces roches, notamment des traces d'iridium. Il est arrivé à la conclusion que c'était la chute d'une météorite qui avait provoqué l'apparition de ces roches. Cette roche, si particulière, appelée impactite, est donc d'origine extraterrestre. On en retrouve trace non seulement dans le château, mais un peu partout dans la ville de Rochechouart et les alentours. Sa présence dans le sous-sol définit une zone d'environ 30 km de diamètre, correspondant au cratère d'impact qui n'est aujourd'hui plus du tout visible en surface. Alors, c'est clairement exceptionnel parce que c'est le seul astroblème connu en France et c'est le seul endroit où on trouve des roches qui ont été transformées par ce type de phénomène. Alors tu utilises le terme astroblème, qu'est-ce que c'est ? Alors l'astroblème, c'est l'ensemble des traces laissées par l'impact d'un astéroïde. Donc ça va être toutes les roches, les manifestations au niveau des roches qui ont été transformées par ce phénomène avec cette énergie immense. Si l'on remonte 200 millions d'années en arrière, voici à quoi ressemblait la planète Terre. Les continents n'ont pas encore dérivé. Ils forment ce qu'on appelle la Pangée, un supercontinent au centre duquel se trouve ce qui sera bien plus tard la France. C'est vers cette zone que se dirige soudain une météorite, un corps céleste de plus d'1 kilomètre de diamètre, pesant plus de 6 milliards de tonnes, fonçant vers la zone d'impact à 24 km par seconde. Avant de travailler entre autres pour la NASA, Philippe Lambert, astrogéologue, est venu étudier cette zone dans les années 70. Convaincu que Rochechouart était pour les scientifiques un site exceptionnel, il a remué ciel et terre pour lancer un grand programme européen de recherche. Grâce à ces forages, on peut étudier des roches prélevées jusqu'à 150 mètres de profondeur. Quel est l'objectif d'une campagne de forage comme celle-ci ? Dans les carottes, on a un enregistrement linéaire continu de ce qui s'est passé au moins à l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire là, vous êtes revenu 200 millions d'années en arrière pour comprendre ce qui se passe au moment de l'impact. Exactement. Là, on a un débris d'une roche du socle du Massif central qui est un gneiss. Là, on a un débris d'une roche du Massif central qui est un granit. Là, on a un truc diffus entre, c'est de la lave. C'est l'impact qui a produit ces débris, qui a produit la fusion, qui a mélangé tout ça. Et effectivement, tout ça nous raconte une histoire. Il y a quelque chose, moi, qui me touche, c'est que je me dis que là, je suis en contact avec un événement très rare, qui est une météorite qui tombe sur la Terre. Un événement très rare, puisqu'il n'y en a qu'un seul en France qui est conservé, c'est celui sur lequel on se trouve. Difficile d'imaginer la puissance dégagée par l'impact de cette météorite. La zone est comme vitrifiée par un flash de lumière équivalent à des centaines de bombes nucléaires. Le cratère, créé par la collision, devient un fourneau géant. À l'intérieur, les roches, chauffées à plusieurs milliers de degrés, vont mettre des millénaires à refroidir, créant cette fameuse impactite qu'on ne retrouve qu'ici.
cet impact, ça va avoir des conséquences sur les formes de vie. Il faut rappeler, il n'y a pas d'humains, il y a 200 millions d'années, mais de la vie, il y en a. Qu'est-ce qui se passe autour de cet impact? Alors en fait, cet impact, il va effectivement avoir un rôle et il va éteindre la faune et la flore sur une partie de la surface de la Terre. Et là, ce sont plutôt des batraciens, des reptiles. Il n'y a pas encore les dinosaures. Les dinosaures, justement, ils vont avoir en quelque sorte un espèce d'autoroute à la suite de cette extinction. On a rassemblé la communauté scientifique nationale et internationale autour de ce projet. Il faut dire que des opportunités de ce type-là, eh bien, on n'en a pas tous les jours. Je parle au niveau mondial, hein. Cette décennie, il y en a 2 forages. Un très grand qui a lieu à Chicxulub. C'est au Mexique, c'est le cratère qui est responsable de cette extinction des dinosaures. Actuellement, ils sont en train de travailler sur les carottes de Chicxulub. Dans un an, ils seront à peu près finis et ça sera le moment où ça sera prêt pour nous. Et ils vont travailler sur les nôtres. Pour finir nos escapades, nous prenons la direction du Moulin de la Paire, à quelques kilomètres de Nontron. Là encore, il est question du passé, un passé beaucoup moins lointain, mais qui pourrait lui aussi disparaître. Des prises agricoles, exode rural, comme dans toutes nos campagnes, les modes de vie ont plus changé dans les dernières décennies que durant des siècles. Parce qu'il refuse que son pays ne devienne amnésique, François Deviche s'est donné une mission, rassembler dans un lieu les témoignages, des savoir-faire, des pratiques, du génie dont pouvaient faire preuve nos anciens. Ce moulin, François, il était dans quel état ? Une ruine totale, il n'y avait plus rien. Les roues n'existaient plus. Détruit à 50%. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'y avait plus aucun mécanisme. Alors pourquoi tu as envie de le racheter et puis de le remettre comme ça en fonctionnement? La passion des vieux outils, la passion des vieux métiers. Et puis un challenge aussi. J'avais envie de refaire du pain, j'avais envie de refaire de l'huile de noix. Mais mon métier, la base, c'est l'ébéniste, travail du bois. Et avec mon équipe, nous avons refait les 2 roues. Et on a remis ça, il a fallu chercher, il a fallu aller voir des bouquins, des moulins, questionner les anciens, voilà. Parfois, il arrive qu'on voit des roues à houppe qui sont restaurées, mais elles ne font que tourner. Si j'ai bien compris, ton idée, c'est qu'elles servent. Ah, c'était le but. On les utilise en ligne directe pour la production de farine, à partir de meules en silex, pour broyer le blé. En deuxième ligne, on fait de l'huile de noix. On écrase des cerneaux, on les chauffe et on en fait de l'huile. Et également, la petite roue sert pour la forge, pour faire marcher tout le matériel nécessaire à la production de nos lames. Alors quand on a tapé, on sort ça, c'est-à-dire une lame brute de forge. Brute de forge, voilà, c'est ce qu'on appelle le brut de forge. En finale, voilà ce que ça va donner, Ah ouais. un couteau de table. Mais on peut également faire des couteaux de poche, des couteaux de chasse et plein d'autres couteaux. Quel spectacle! Alors là, explique-moi, où est-ce qu'on se trouve, François? L'accumulation de vieux outils issus de vieux métiers. Combien d'objets au total? À peu près 4000. Mais t'as commencé à quel âge, toi? Très jeune. C'est-à-dire? Très jeune, vingtaine d'années, j'étais passionné des vieux métiers, des vieux outils. Alors il y a des objets dont on voit tout de suite l'usage, mais ouf. Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est des chaussures pour fakir? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à quoi? À ton avis? Ah bah alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas, pour marcher dans la glace? J'ai mis longtemps à découvrir ce que c'était. C'est des chaussures à déboguer des châtaignes. Puisque nous sommes dans les contreforts du Massif central, plein pays du châtaignier. Et voilà, c'était la subsistance première des gens qui étaient ici. C'est un objet que moi, je n'ai jamais vu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est exceptionnel, ça. En majorité, ce sont bien évidemment des objets qui sont liés au monde agricole. Et alors là, il y a un panier, un trou. Alors, pareil, je vois pas trop l'usage. Je sais pas, ça ressemble à un piège à poisson, donc quelque chose comme ça? C'est toujours lié à la châtaigne. Aller dans la rivière. Ah oui. On mettait le trou à l'envers, les châtaignes cherchent à remonter. Et quand ils en avaient besoin, ils descendaient à la rivière chercher quelques châtaignes pour les consommer. Ce qui est très touchant dans tous ces objets, celui-ci notamment, c'est finalement l'ingéniosité qui est développée
par nos ancêtres, là, tous ces gens qui vivaient dans ces campagnes. Oui, nécessité oblige. Il fallait attendre la récolte prochaine. Ça te touche, toi, ça? Ah, moi, ça, ouais, totalement. Ouais. Totalement. Je pense à la personne qui a réalisé ça, ceux qui s'en sont servis. Ceux à qui ça a pu permettre De d'aller... manger, déjà, de survivre. Et d'aller à l'hiver suivant. Ouais. Et voilà, la prochaine récolte. Voilà, ils en étaient là. Et le lien, c'est le moulin, c'est les vieux outils, c'est les vieux métiers. Quel bonheur de redonner vie à ce moulin.